Alors là, il s'agit de la mort d'Adam, ce qu'on appelle NDA, les Américains appellent NDA, c'est-à-dire Near Death Experience, c'est-à-dire ce qui se passe à la mort. Ce qui se passe à la mort, paraît-il, on se retrouve dans un tube, une espèce de tube. Et j'ai pris Adam, bien sûr, c'est le premier des hommes. Donc Adam dort, il est mort. Son esprit s'en va dans le tunnel. Et le paysage du haut est le même que le paysage du bas, du diptyque du bas, mais seulement sans la matière. C'est-à-dire que en bas, c'est terrestre, en haut, c'est céleste. L'atelier de Paris, Montparnasse, je l'ai depuis 1968-69. Je revenais de la Casa de Velázquez et je ne savais pas où loger. J'ai logé un moment dans la Cité internationale des arts. Là, j'ai rencontré Serge Gainsbourg qui était au-dessus de moi, beaucoup d'autres artistes, dont les Poiriers, etc., Velikovic. Et ensuite, on m'a trouvé cet atelier ici. C'était une charmante dame sculptrice qui s'appelait Marie-Thérèse Pinto et qui avait été l'élève de Brancusi. Elle m'a dit, il y a un atelier qui se libère. Donc, on est devenus très amis. Et elle m'a beaucoup aidé, d'ailleurs, parce qu'elle m'a fait rencontrer beaucoup de monde ici, dans cet atelier, des gens qu'elle connaissait depuis longtemps. Elle avait fait partie du groupe surréaliste. Elle connaissait très bien Marcel Duchamp. Elle avait des petites boucles d'oreilles, c'était des petites mains. Et j'ai dit, tiens, elles sont jolies. Elle m'a dit, ça, c'est Marcel qui me les a données. Enfin, elle connaissait tout le monde. Et elle m'a fait rencontrer ici, donc, César, Étienne Martin, beaucoup de sculpteurs, etc., etc. Donc j'ai emmené le peu d'objets que j'avais à cette époque, ici, dans ce petit atelier, et j'ai commencé à peindre en 1969 à peu près. Et c'est toujours resté pour moi l'atelier de mon départ, et on est là aujourd'hui dans ce même atelier que j'habite donc depuis 69. Je pense que c'était quand même très différent. Je revenais d'Espagne, où j'étais resté 2 ans à la Casa de Velázquez, et j'étais très influencé évidemment par les maîtres espagnols, tous ceux que je voyais régulièrement quand j'allais au Prado, les maîtres anciens, et aussi des contemporains comme des gens comme Tapies, comme Millares, que j'ai connu très bien, Mompo, etc. Et donc ma peinture était assez influencée aussi par les paysages de Castilla la Vieja autour de Madrid. Et progressivement, bien sûr, la lumière de Paris, qui est une extraordinaire lumière avec des gris colorés extraordinaires aussi, a changé un peu l'esprit de ma peinture. Et donc je me suis mis à travailler plutôt dans des tons qui m'étaient jusque-là un peu, qui étaient pour moi un peu secrets. Donc
je suis revenu à une peinture plus, je peux dire, poétique, si on veut. Mais elle a vite évolué puisque j'ai renoué avec les amis que j'avais laissés 2 ans auparavant, des gens qui étaient avec moi à l'atelier des Beaux-Arts, comme Rohan, Kermarek, Viala, tous les gens qui s'étaient occupés de support surface. Et donc j'ai repris un travail très artisanal, comme on le faisait à cette époque-là, puisque le rapport avec le groupe support surface, c'était avant tout une technique finalement très artisanale. Par exemple, Rohan faisait des tressages, Viala faisait des empreintes, et puis moi je faisais des frottages. M'arrive de chanter, toi, sacré gitan, qui me donnait le cafard au fond, ta musique. Donc j'avais commencé aussi à Rome avec les Poiriers. J'avais commencé à faire des frottages sur les murs de Ostia Antica. J'avais été invité par les Poiriers donc à venir travailler à la Villa Médicis, où j'ai rencontré d'ailleurs Balthus, puisque c'était l'époque où il était directeur de la Villa Médicis. Donc j'ai repris mes frottages ici, dans cet atelier, et j'ai fait des grandes toiles qui étaient en fait... je faisais la différence avec les frottages, par exemple, de Max Ernst, c'est que je ne frottais pas, par exemple, un frottage à partir d'un objet préconçu, ou par exemple sur des lattes de bois ou des choses comme des morceaux de bois, pas du tout. Je dessinais avant sur le motif, d'une façon traditionnelle, au trait, un dessin, que ensuite je reportais sur une feuille ou sur une toile. Cette toile, ensuite, je la découpais et j'en faisais une espèce de matrice dans laquelle je retrouvais des frottages et que je pouvais multiplier à l'infini jusqu'à ce que j'épuise le sujet. J'en suis toujours avec cette technique-là, c'est-à-dire que, par exemple, les toiles que vous voyez ici, elles ont tout un même motif, qui est une même matrice. Et ensuite, à partir de cette matrice, je fais partir l'imagination. Et cette imagination qui est pour moi cette transcendance picturale, se retrouve, je dirais, plusieurs fois avec des déclinaisons qui peuvent être infinies. Bien sûr, il y a toujours l'idée du monochrome. L'idée du monochrome qui est cette subtilité à partir d'une couleur. Bien sûr, il faut trouver une couleur qui soit en rapport avec le sujet et qui soit une expression du sujet. Donc, je mets assez longtemps avant de trouver une peinture qui corresponde à la couleur que je veux. Par exemple, ce bleu ici, c'est un bleu de cobalt. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver. J'ai essayé beaucoup de bleus de cobalt sans jamais arriver à celui-là. Et puis un jour, je suis tombé sur cette pigmentation qui a été pour moi vraiment l'objet de l'expression. Je pense que Yves Klein, par exemple, avec ses bleus aussi, s'est trouvé très souvent dans des situations techniques difficiles, par exemple, comment fixer un pigment, puisque le pigment a toute sa force lorsqu'il est seulement posé sans être fixé. Il a fait des boîtes dans lesquelles le pigment était posé. Et puis ensuite, Adam, qui est un peintre, aussi, qui est un technicien chimiste de la couleur à Montparnasse, avait trouvé la possibilité d'un liant qui n'altérait pas le pigment. Bon, ici, Montparnasse a toujours été un lieu de recherche et ça continue, j'espère.
je l'espère, bien que les peintres de Montparnasse deviennent de plus en plus rares parce que il est très difficile de trouver des artistes qui sont utilisés plus par des bourgeois que par des peintres, par des artistes en tout cas. J'ai rien contre les bourgeois, puisque c'est en partie ceux-là qui nous font vivre. Je propose des toiles que j'appelle d'ailleurs toujours les élémentaux, les manteaux, l'esprit de l'air, l'esprit de l'or, l'esprit de la nuit, etc. Donc cette vision de rendre visible ce monde invisible correspondrait en quelque sorte à une image subliminale de l'art, c'est-à-dire de la recherche artistique. Il existe dans l'étoile donc un double fond. On peut appeler ça symbolisme, mais on peut aussi dire que l'art est une image, est une fonction subliminale, c'est-à-dire qu'il y a à partir d'une image la possibilité d'une autre image invisible, cachée, mais que le visiteur reçoit et qu'il l'assimilera peut-être plus tard, comme ce qui se passe d'ailleurs pour moi lorsque je fais une toile. Alors on peut dire c'est un nouveau symbolisme, c'est une relation comme ça à l'invisible et à la transcendance. Et le côté mystique de Grantello, il est toujours existant? Ah oui, le côté mystique, c'est très mal porté, mais enfin, je le porte avec joie quand même, et légèreté. C'est-à-dire que je pense que, sans que je sois mystique, je ne suis pas du tout mystique, je suis seulement un peintre qui essaye de savoir. Alors comme je suis curieux et j'essaye toujours de savoir comment le monde est fait, pourquoi il est fait et à quoi est-ce qu'il sert, je me pose forcément cette question. Je suis sur une petite planète, je ne sais pas encore pour combien de temps, mais ça c'est jamais très long en fait. Donc je suis encore là et je ne voudrais pas, comme on dit, mourir idiot, c'est-à-dire que j'essaye avec mes couleurs, mes formes, j'essaye de savoir comment le monde est fait, pourquoi il est fait, et j'essaye par des symboles, en utilisant les symboles et en posant des questions à la nature, j'essaye de savoir en faisant une œuvre qui soit belle. J'ai encore cette notion du beau qui semble assez périmée, mais qui, à mon avis, a son avenir devant elle.
comme la peinture. On m'a dit, mais c'est de la sculpture. Quelqu'un m'a dit, mais c'est de la sculpture. J'ai dit non, on peut considérer par exemple que l'emploi de mes matières, qui sont des matières faites avec le sable, donne une espèce de relief, mais j'ai besoin de ce relief et en même temps du plan, c'est-à-dire c'est un peu yin-yang, c'est-à-dire il faut un relief, une densité de matière pour laisser après la part à une non-matière qui justement qui est une forme de vision infinie, si vous voulez, et par cette vision infinie qui est l'aplat par exemple monochrome ou un aspect très un aspect comme ça non déterminé, non déterminé. Et c'est pour cette raison que j'ai par exemple tendu des toiles sur des châssis métalliques. Tendant des toiles, ce sont des toiles libres en fait, comme on disait à l'époque de support surface, mais c'est surtout et avant tout un morceau de ciel, un morceau de nature qui est tendu comme ça, c'est-à-dire j'ai voulu donner l'idée que nous ne voyons qu'un petit morceau, que par rapport à tout ce qui nous entoure, tout cet univers, et donc j'ai volontairement tendu une toile comme ça, avec le nylon sur un châssis métallique, avec un vide entre le châssis métallique et la toile, disant c'est un morceau découpé dans ce que l'on voit, que ce soit l'espace infini du ciel ou un morceau de la nature où notre regard s'est posé. Qu'est-ce que Grattalou a envie de dire? Grattalou n'a pas envie de conclure. Il n'a pas envie de conclure, parce qu'il sait qu'il ne conclura jamais. Et il a seulement envie de dire si mes toiles sont un plaisir pour vous, à ce moment-là, j'ai tout gagné. Parce que je crois que l'artiste ne doit pas s'occuper trop de lui-même, et je trouve qu'en ce moment les artistes s'occupent un peu trop d'eux-mêmes, mais doivent s'occuper plutôt de l'autre, c'est-à-dire d'essayer de donner une relation de joie, comme je disais, d'harmonie et de beauté à l'autre. Et si l'autre, celui qui regarde, s'en va en étant un petit peu rempli de joie ou un petit peu rempli de connaissances par rapport au monde dans lequel il vit, à ce moment-là, tout est gagné et le rôle de l'artiste est possible. Autrement, il est guère possible. C'est pas utopique? Non, je ne pense pas que ça soit utopique. C'est ce que tout le monde a l'air de penser, que tout ça est utopique. Mais non, ce n'est pas utopique, parce que toutes les utopies finissent par se réaliser.